Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter le nouveau guide générique Travailler en toute sécurité pendant une épidémie ou une pandémie. Alors, avant de commencer, voici quelques conseils pour que ce webinaire se déroule au mieux, sachant que nous sommes aujourd'hui près de 250 personnes connectées sur ce webinaire. Tout d'abord, la vidéo et le son ne peuvent pas être partagés. Nous sommes nombreux et ce ne serait vraiment pas efficace. Les questions et les remarques peuvent être posées via le chat. À la fin de la présentation, nous ferons en sorte de regrouper les questions par thème et d'y apporter les réponses nécessaires. La présentation et le formulaire d'évaluation vous seront envoyés après ce webinaire. Il y a un enregistrement qui est prévu et qui pourrait être revisionné par la suite sur la chaîne YouTube du SPF Emploi. La présentation sera également disponible sur le site www.événement.emploi.belgique.be/fr. Petit retour à présent sur le passé. Lors du premier confinement que nous avons connu en avril 2020, afin d'aider les entreprises dans la reprise progressive de leurs activités économiques, les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en concertation avec la cellule stratégique de la ministre de l'Emploi et des experts du SPF Emploi, ont rédigé un premier guide générique. Ce guide fournissait à l'époque un cadre avec des mesures qui devaient être adaptées par les différents secteurs et par chaque employeur à leurs spécificités, afin de garantir que les activités puissent reprendre dès le 4 mai 2020 dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Parallèlement, ce guide offrait également un soutien aux entreprises et aux secteurs qui n'avaient pas connu d'interruption de leurs activités. Ce guide générique a été un document évolutif qui a été mis 8 fois à jour en fonction de la situation épidémiologique du pays. Fin de l'année passée, il a été décidé de repenser le guide et d'en faire un guide qui puisse s'appliquer dorénavant pendant toute épidémie ou pandémie. Ce fut de nouveau un travail consensuel entre le SPF Emploi, la cellule stratégique du ministre, mais aussi les partenaires sociaux, lesquels ont toujours parlé de manière unanime des mesures du guide. L'objectif est toujours de veiller à lutter contre la propagation du Covid-19, mais aussi de toute autre forme de virus sur le lieu de travail, à l'aide de recommandations, voire dans certains cas plus importants, d'obligations. Bien évidemment, la première règle reste d'écarter du monde du travail toute personne contaminée. Le guide comporte ensuite un ensemble de mesures qui doivent permettre, les unes combinées aux autres, d'éviter au maximum la transmission du virus. Ce guide qui est applicable au monde du travail n'est pas à comparer au baromètre Corona. Ce sont bien deux outils différents. Depuis ce vendredi 11 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre fin à la situation d'urgence épidémique telle que décrétée par la loi pandémie. La phase de vigilance du guide générique, dans laquelle nous nous trouvons depuis ce lundi 7 mars, va donc encore perdurer 2 mois, soit jusqu'au 11 mai 2022. Ce sont ces mesures et la philosophie du guide qui vont à présent vous être présentées par deux collègues du SPF qui ont fait un énorme travail en lien avec ce guide générique. Il s'agit d'une part de Valérie Verville qui va vous expliquer les différents aspects juridiques et de Nadine Gillis qui vous donnera ensuite de plus amples explications sur l'application pratique des mesures du guide. Valérie, Nadine, je vous laisse la parole. Merci Aurore. Voilà, je vais vous expliquer la première partie de ce webinaire qui traite surtout du nouvel article 1.2.27 du Code qui a été introduit par un arrêté royal du 21 février 2022 qui a été publié au Moniteur belge hier. Et puis, ma collègue Nadine va vous expliquer un peu plus sur le nouveau guide générique, on l'appelle version 2.0 par la suite. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer quand même quelques chiffres, puisque, oui, ça semble, si on voit que partout, on laisse tomber les mesures de prévention, on abroge les restrictions, ça c'est bien, bien évidemment. Et comme Aurore a déjà dit, aujourd'hui aussi, le moniteur contient l'arrêté qui met fin à la situation d'urgence pandémique.
Donc, ça veut dire qu'en principe, la plus grande partie des mesures ne seront plus d'application. Mais, bon, on ne veut pas dire que c'est très tôt de mettre fin à toutes ces mesures, mais c'est quand même vrai que si on laisse tomber toutes ces mesures, que ce n'est pas impensable que le virus pourrait à nouveau reprendre un peu de vitesse, qui pourrait être répandu quand même un peu plus. Et on le voit déjà maintenant dans les chiffres, le fait qu'il y a quand même une augmentation des tests positifs qui ont quand même augmenté les derniers jours, aussi après les vacances qui viennent d'être terminées, surtout en Flandre. Mais oui, qu'il y a déjà une augmentation des gens qui rentrent de congé avec le Covid dans leur bagage. Mais puis aussi, on voit que le taux de reproduction qui a aussi monté les derniers jours, donc maintenant on est plus et à nouveau à un taux de reproduction qui dépasse le 1, le chiffre 1, donc ça veut dire qu'il se propage à plus grande vitesse. Et donc, il faut quand même rester prudent encore une période pour oui, s'assurer que le virus ne reprend pas plus de place dans notre société qu'il n'a maintenant. Donc, voilà, avec ça, j'aimerais vous expliquer un peu la situation telle qu'il est maintenant, telle qu'il était peut-être la semaine passée, parce que ça, c'est le début de quand même beaucoup de changements à ce point. Donc, vous savez qu'il y avait la loi pandémie qui existe depuis l'été passé, donc la loi du 14 août 2021, et qui dit qu'il faut une situation d'urgence épidémique qui est déclarée par le roi. Donc, en principe, cette situation d'urgence épidémique a été déclarée, en principe, c'était déclaré jusqu'à fin avril 2022. En exécution de ça, on avait l'arrêté pandémie du 28 octobre 2021 et cet arrêté pandémie contient les mesures de prévention à prendre pendant une situation d'urgence épidémique. Maintenant, cet arrêté pandémie, dans son article 2, paragraphe 2, faisait référence au guide générique Travailler en sécurité. Il donnait l'obligation à l'employeur de prendre des mesures de prévention au travail pour s'assurer que les travailleurs puissent travailler en toute sécurité pendant cette situation d'urgence épidémique. Maintenant, depuis le 7 mars, le nouvel article 1.2.27 du Code sur le bien-être au travail a entré en vigueur. Donc ça, c'était un article qui est repris dans l'arrêté du 21 février 2022 et qui est donc publié hier au Moniteur belge. Et cet article-là, et je vais vous expliquer un peu en détail plus loin, mais donc il fait référence au guide générique 2.0, donc le nouveau système qu'on introduit maintenant et qui a 3 phases pour contrôler une pandémie au travail. Donc plutôt que le guide générique qui existait jusque maintenant, c'était toujours le même guide avec les mêmes mesures pour tout le monde, pour les lieux de travail en général et qui était aussi strict pour tout le monde, même si pas partout il y avait une nécessité de prendre aussi strictes de mesures, mais il fallait avoir le même système pour tout le monde. Mais donc, le nouveau système va plutôt dans le sens qu'il faut tenir compte de la propagation du virus, pas seulement dans la société, mais aussi dans la société en général, et donc que les mesures pourraient varier dans ce sens-là. Depuis aujourd'hui, en fait, ça c'est une bonne journée pour vous donner ce séminaire, ce webinaire. Depuis aujourd'hui, la situation d'urgence épidémique est arrêtée. Donc ça veut dire qu'on avait déclaré en principe jusqu'à fin avril, mais le gouvernement a décidé de l'arrêter plus tôt, vu la situation épidémique d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, l'arrêté pandémie, la loi pandémie et l'arrêté pandémie ne s'appliquent plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien sur le lieu de travail, vu que maintenant il existe l'article 1.2.27 du Code, qui est donc entré en vigueur lundi, le 7 mars, et qui prévoit une obligation d'encore suivre le guide générique, certainement dans sa phase de vigilance, encore pendant 2 mois. Donc, en principe, jusqu'au 11 mai
2022. Hier, on n'a pas pu vous donner à vos collègues néerlandophones cette date, mais aujourd'hui, c'est clair, tout a été publié au Moniteur, donc ça veut dire l'urgence pandémique s'arrête aujourd'hui et donc les mesures sur le lieu de travail vont s'arrêter dans 2 mois, le 11 mai 2022. Maintenant, notre article, on ne l'a pas écrit pour 2 mois. L'idée était plutôt de prévoir la possibilité pour le futur de réagir plus vite qu'on ne l'a pu faire maintenant. Donc, l'Europe, c'est aussi quelque chose qu'ils nous ont demandé, c'est d'être prêt pour des pandémies futures. Maintenant, on espère bien évidemment qu'on n'en aura pas besoin, mais dès qu'on a pris nos préparations, qu'on est préparé, c'est peut-être plus facile si jamais on en a besoin de prendre des mesures comme ça. Donc, si jamais la loi pandémie du 14 août 2021 est activée, et donc si la situation d'urgence épidémique est déclarée, alors automatiquement, l'article 1, 2, 27 du Code sera activé. Donc, ça veut dire qu'il va être désactivé maintenant, oui, dans 2 mois, mais par après, si jamais il y a une nouvelle urgence pandémique ou épidémique, alors l'article 1, 2, 27 est prêt, il est là, il va être activé automatique avec la loi pandémie. Et donc, dans ce cas, il y aura immédiatement aussi l'application du guide générique, mais qui doit peut-être, pour des épidémies futures, être adapté à l'agent infectieux qui est à la cause de l'épidémie ou de la pandémie, bien évidemment. Maintenant, donc oui, quelque chose qui sont mis dans l'article 1, 2, 27 du Code, c'est-à-dire, donc, comme j'ai déjà dit, l'arrêté date du 21 février. Il est donc relatif aux mesures de prévention spécifiques au travail en cas d'épidémie ou de pandémie. Donc, comme Aurore a déjà dit, il ne s'agit pas d'un système comme le coronabaromètre. Ça, c'est un autre système. Ce que nous, on a introduit, c'est les mesures qui s'appliquent sur le lieu de travail. Le baromètre s'applique surtout sur des situations spécifiques comme les événements et le HoReCa, mais le guide générique et les mesures sur le lieu de travail, ça, c'est les mesures qui sont d'application suite à cet arrêté-là. Donc, ce qui fait, c'est d'insérer un chapitre et un article dans le Code sur le bien-être au travail, qui sera donc, comme j'ai déjà dit, activé automatiquement en cas d'épidémie ou de pandémie. Maintenant, oui, quelle est la différence? On parle assez vite d'épidémie ou de pandémie. La différence est l'échelle, en fait, de l'histoire. Une épidémie, ça c'est oui, la prévalence d'une maladie contagieuse, mais imagine, ça pourrait être quelque chose sur le plan européen ou même peut-être en Belgique. Mais une pandémie, ça c'est par contre quand ça se propage sur une plus grande partie du globe, quand c'est sur un continent ou comme celui-ci pour le Covid sur tous les continents. Cet article sera donc d'application dès et aussi longtemps que la situation d'urgence épidémique est déclarée par le roi sur base de la loi pandémie du 14 août, plus 2 mois de suivi. Donc, ça veut dire que pour la situation actuelle, la situation d'urgence épidémique était déclarée jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant, il faut encore prendre pendant 2 mois les mesures de prévention spécifiques au travail jusque donc, le 11 mai 2022. Maintenant, on va vous expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'il existe ces délais de 2 mois, mais il y a certainement des raisons pour faire cela. Oui, donc comme vous avez déjà vu, on risque maintenant d'avoir quand même une augmentation du nombre de contaminations. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même rester encore un peu plus prudent sur le lieu de travail. Maintenant, cet article 1, 2, 27 du Code contient donc les mesures de prévention spécifiques. Ça veut dire ce sont des mesures de santé et de sécurité de nature matérielle, technique et ou organisationnelle. Comme vous voyez, c'est à peu près la même formulation qui a déjà été reprise dans l'arrêté pandémie depuis mai 2020. Donc, ça reste la même chose. On voit là sur les photos quelques mesures de santé et de sécurité de nature matérielle. Hein. On peut mettre des
des repartitions en plexi ou mettre en plastique pour que les gens puissent garder leur distance, pour que les aérosols ne touchent pas à l'autre personne. On peut prévoir un plan de circulation, comme vous voyez sur les photos en dessous, avec des flèches et tout ça pour mettre clair où on peut marcher ou combien de distance il faut garder. Les mesures techniques, bien évidemment, ça fait aussi partie de cela. Ça veut dire que si vous si vous mettez en place du télétravail, qu'il faut prévoir le matériel technique pour que les travailleurs puissent travailler à domicile, donc la ICT, les laptops, etc. Mais par exemple aussi prévoir les possibilités de faire les paiements par voie électronique, donc sans toucher. Et les mesures organisationnelles, c'est par exemple de limiter la rotation des teams. Donc, c'est toujours un team qui consiste dans les mêmes personnes. Donc, ce qui veut dire que si une des personnes est contaminée dans un team, qu'il ne va pas contaminer toute l'entreprise, mais plutôt seulement les gens de son team. Donc, comme ça, la contamination reste limitée. Autre mesure organisationnelle, c'est peut-être aussi de limiter le nombre de personnes dans l'ascenseur ou de encourager les personnes à prendre les escaliers. Oui, donc voilà, on a mis dans la réglementation aussi clairement le but des mesures à prendre. Donc, le but est multifactoriel, on peut dire. Il y a plusieurs choses qu'on veut atteindre avec ça. Donc, c'est tout d'abord d'assurer le maintien d'une distance suffisante entre les personnes. Ça, c'est une mesure spécifique dans une pandémie. Ça, c'est certainement une mesure qui n'est normalement pas à prendre parce que la distanciation, ça, c'est quelque chose que, oui, dans le code, on ne prévoit normalement pas. Mais donc, dans cette épidémie-là, il y a possibilité de mettre les flèches, de faire des plans de circulation aussi. Deuxièmement, il faut empêcher la propagation de l'agent infectieux sur le lieu de travail. Donc, par exemple, respecter les mesures d'hygiène, d'utiliser les gels, de se laver les mains assez souvent, de prévoir aussi du savon, de l'eau pour que les travailleurs puissent se laver les mains, etc. Et il y a aussi l'aspect de contrôler et de limiter les conséquences de l'épidémie au travail. Ça veut dire que, par exemple, dans la société, on peut avoir d'autres mesures qui sont d'application que les mesures qui s'appliquent au travail. Par exemple, dans l'ORECA, l'ORECA a été fermé pendant plusieurs mois pendant ces 2 années, les 2 dernières années. Mais par contre, les restaurants dans les entreprises n'étaient pas fermés, mais ils pouvaient rester ouverts, sauf à condition qu'ils devaient prendre des mesures de prévention pour que les gens puissent quand même manger en sécurité dans ce restaurant d'entreprise. Donc voilà, il y a les mesures qui peuvent être différentes dans la société que dans l'entreprise. Mais en fait, c'est toujours le but de toutes les mesures que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement sûr et sain dans le contexte d'une pandémie. Maintenant, comme j'avais déjà dit, on a changé un peu l'approche du guide dans le sens que les mesures peuvent maintenant varier en fonction de la gravité de la pandémie dans la société d'une part et dans l'entreprise d'autre part. Donc, ce qu'on a fait, c'est de faire 3 phases dans les guides. Vous voyez là les couleurs. Vous allez remarquer que ça ne correspond pas aux couleurs du baromètre. Oui, on le sait et c'était quand même quelque chose qu'on a choisi parce que c'est pas le baromètre et donc ça va pas s'appliquer dans le même sens que le baromètre fait. Maintenant, on l'appelle surtout la phase de vigilance, la phase d'intervention et la phase critique plutôt que de l'appeler par couleur. Donc, la phase de vigilance, ça c'est la première phase avec les niveaux de protection de base. Donc cette phase-là contient les mesures pour contrôler la propagation de l'agent infectieux dans l'entreprise. Donc dans ce cas-ci, de contrôler la propagation du COVID-19 dans l'entreprise. Et vous verrez dans le guide générique que vous pouvez retrouver sur le site du SPF Emploi qu'à côté de chaque mesure, il y a une couleur donc qui va soit être vert, orange ou rouge et aussi
avec les numéros et aussi avec les nuages et le soleil et oui, même l'éclair pour la phase critique, donc pour vraiment mettre clair dans quelle phase les mesures se trouvent. Si la phase de vigilance qui s'applique pour le moment dans toutes les entreprises, ça c'est en fait qui contient, comme j'avais dit, les mesures de protection de base. Et si par contre il y a des clusters dans une entreprise ou qu'il y a une épidémie imminente dans une entreprise, on aperçoit plusieurs cas de contamination sur un lieu de travail, alors l'employeur peut, sur l'avis du conseiller en prévention médecin du travail, décider d'aller vers la phase d'intervention. Cette phase d'intervention contient donc des mesures plus strictes pour certaines choses et qui s'appliquent donc lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux, soit dans une entreprise, soit éventuellement aussi plus large dans un secteur ou dans le pays ou une partie du pays. Donc l'idée là, c'est de contrôler une épidémie imminente ou de limiter la propagation d'un agent infectieux qui est déjà là sur le lieu de travail. Et je vais expliquer un peu plus sur le prochain slide, mais je vais d'abord encore expliquer la phase critique. Ça, c'est donc la phase qui contient les mesures les plus strictes. Et ça, c'est vraiment lorsqu'il y a une circulation fortement accrue de l'agent infectieux. Donc ici, on se trouve vraiment dans la phase qu'on veut éviter un lockdown ou une fermeture des entreprises et vraiment contenir une pandémie qui est généralisée et où le virus est vraiment partout. Mais ça, c'est plutôt les mesures qu'on veut prendre, comme par exemple quand on était dans la phase vraiment en mars, avril, etc., 2020, au début de l'épidémie. Là, il faut certainement aller dans la phase critique. Maintenant, pour activer une phase, donc, comme j'avais dit, la phase de vigilance, ça c'est la phase qui s'applique toujours dès que la situation d'urgence épidémique est déclarée. Donc, celle-là, pendant une situation d'urgence épidémique, va être toujours d'application parce qu'il contient justement ces mesures qui veulent éviter que le virus entre dans un lieu de travail. Et donc, jusqu'à la fin de la situation d'urgence épidémique, plus les 2 mois, la période qu'on vit maintenant. Maintenant, pour aller à la phase d'intervention, il y a plusieurs possibilités. Soit on va aller dans une entreprise à la phase d'intervention, c'est l'employeur qui va décider après l'avis du conseiller en prévention médecin du travail, par exemple, quand le médecin du travail constate qu'il y a plusieurs clusters sur un lieu de travail et qu'il faut absolument prendre plus de mesures pour contaminer, pour limiter ce problème. Mais c'est aussi possible, par exemple, dans un secteur, appliquer ou d'activer la phase d'intervention dans ce secteur par un protocole dans la commission paritaire compétente. Et là, on avait pensé à certains secteurs où on a constaté que leurs activités, par exemple, étaient plus susceptibles de donner d'avoir une contamination de plus de personnes sur le lieu de travail, soit à cause des conditions de travail, soit à cause des activités, de travailler dans un environnement extra froid ou quelque chose comme ça, ou qu'ils doivent travailler dans un contexte où ils sont très proches l'un de l'autre, ils ne peuvent pas garder leur distance. Alors c'est possible que dans ce secteur-là, et pour tout le secteur, toutes les entreprises du secteur, qu'on va aller dans la phase d'intervention, et ça veut dire que toutes les entreprises dans ce secteur doivent alors aller appliquer les mesures plus strictes. C'est finalement aussi possible d'aller vers une phase d'intervention, une phase critique dans le pays tout entier ou dans une ou plusieurs de ses parties par une décision de l'autorité compétente. On a imaginé là le problème que dans une province, le virus est fortement répandu et dans d'autres provinces, ce n'est pas le cas. Alors, on peut, pour cette province, activer cette phase d'intervention. Même chose donc pour tous ces niveaux. Pour la phase critique,
Donc, c'est toujours l'entreprise qui peut aller en phase critique si dans cette entreprise, il y a vraiment beaucoup de virus. Aussi pour un secteur, c'est possible, et aussi dans le pays où une ou plusieurs de ces parties. Donc, c'est possible d'activer cette phase par une décision de l'autorité compétente. Donc, ça peut être le gouverneur, ça peut aussi être le gouvernement, si on veut vraiment mettre toutes les entreprises du pays dans une phase plus stricte. Et donc ça, c'est pour monter, mais aussi pour descendre, pour baisser des niveaux de protection, c'est la décision est prise sur le même niveau. Donc, dans l'entreprise, si on était dans la phase critique, on peut aller vers la phase d'intervention par décision de l'employeur, après avis du conseiller en prévention, médecin du travail, etc. Donc, chaque décision doit être prise au même niveau. La seule exception étant que si un niveau plus élevé décide d'aller plus strict, alors une entreprise où le niveau plus bas ne peut pas en soi-même décider de faire autre chose. Donc, par exemple, si le gouvernement décide de mettre tout le monde en phase critique, toutes les entreprises, alors une entreprise ne peut pas décider qu'il doit rester dans la phase d'intervention ou dans la phase de vigilance. Donc, c'est toujours le niveau le plus élevé qui va prendre la décision. Voilà, donc ça, c'est les principes. Maintenant, pour vraiment concrétiser les mesures de prévention, les mesures de prévention exactes ne se trouvent pas dans le guide générique. Donc, ce qu'on a fait ne se trouve pas dans l'arrêté ni dans le code d'ailleurs. Donc là, vous trouverez juste les grandes lignes et les principes. Donc la nature des mesures qu'on va prendre, ça se trouve dans le code. Mais par contre, la concrétisation, les exemples et les mesures de prévention concrètes, ils se trouvent dans le guide générique. Le guide générique qui a été élaboré par l'SPF Emploi et les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail qui se sont toujours concertés, qui ont pris ces décisions vraiment de façon unanime. Et donc, on a choisi vraiment de mettre les guides génériques, de ne pas mettre les guides génériques dans l'arrêté lui-même, ni de le mettre dans le code, mais vraiment de le garder comme un instrument, un outil qui se trouve sur le site web du SPF. La raison pour laquelle on a choisi de faire ça de cette façon, c'est que, oui, il y a plusieurs raisons en fait, et vous les voyez à droite. Tout d'abord, on est dans une situation qui peut changer très vite parce qu'il y a bien évidemment la nature et les propriétés de l'agent infectieux qu'on doit tenir en compte, mais surtout qui va évoluer dans le temps, et aussi les connaissances et les évolutions scientifiques vont évoluer dans le temps. Donc, on l'a vu avec le Covid. Au début, on était très axé sur les mesures d'hygiène et le fait qu'on ne pouvait pas toucher des surfaces qui avaient été touchées par quelqu'un d'autre. Mais par après, on s'est rendu compte que le virus se propageait plus via l'air, donc à travers des aérosols, et que par les surfaces. Donc, on a dû adapter aussi les mesures dans le guide et aussi les priorités des mesures dans les guides en fonction de cette connaissance et cette évolution scientifique qui a bougé, qui a changé dans le temps. Il faut aussi pouvoir tenir compte de la gravité de la situation pandémique, et donc c'est pour ça qu'on a retravaillé le guide pour qu'il connaisse maintenant des phases, pour rendre ça plus facile de pouvoir varier en fonction de la situation pandémique dans l'entreprise et dans la société. Aussi, le guide générique veut toucher le plus possible d'aspects du contexte de travail. Donc, il contient des mesures, mais vous allez voir par après des mesures sur le transport commun, mais aussi sur les pauses, le travail avec les tiers, etc. Donc, tous ces aspects sont repris dans le guide. On a aussi écrit le guide pour être le plus
clair et lisible possible. Donc, on a ajouté des illustrations et des schémas. Ça serait quelque chose qui est beaucoup plus difficile de faire dans le contexte d'un arrêté royal ou vraiment de faire une législation qui est, oui, on se rend compte que la législation n'est pas toujours aussi lisible. Donc, on a essayé pour ce guide générique qui est quand même un instrument important pour les entreprises qui doit être utilisé par tout le monde, de rester le plus clair et lisible que possible. Donc, comme j'avais déjà dit, puisqu'il est élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, il y a beaucoup plus de soutien sur le terrain et on a aussi essayé de faire de sorte que les mesures soient vraiment réalisables sur le terrain. L'idée est aussi que les mesures soient qui sont souples pour réagir plus vite. La façon d'adapter le guide générique est aussi souple. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas parcourir toute une procédure pour adapter un arrêté royal. Ça quand même prend quelques mois au moins. Donc, ce n'était pas possible si on veut réagir vite. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on a gardé ça en dehors de la législation. Aussi, on l'a mis donc sur le site web pour qu'il soit le plus visible et accessible, facilement accessible que possible. Voilà. Oui, donc voilà, le guide générique. Ça, c'est l'instrument qui contient vraiment les mesures génériques, comme le nom le dit. Mais on se rend compte qu'il est bien évidemment pas pour tous les secteurs vraiment très concret, qu'il y a des situations qu'il ne touche pas vraiment. Donc, pour ça, il existe la possibilité de adapter aussi des situations sectorielles, donc de faire un guide sectoriel, des ajouts sectoriels pour vraiment pouvoir oui, régler les détails sectoriels qu'on n'en a pas besoin pour toutes les entreprises. Donc, on a aussi constaté qu'au début de la pandémie, oui, il fallait les mesures génériques, comme sont contenues dans le guide générique, mais aussi sur le site web, vous trouverez les guides sectoriels je pense que c'est plus de 50 vers 60 secteurs qui ont fait un guide sectoriel pour régler certains aspects qui sont seulement applicables dans ce secteur-là. C'est donc possible de faire un supplément sectoriel qui doit aussi être appliqué alors. Et puis par après, c'est toujours l'employeur qui doit s'organiser pour appliquer au sein de l'entreprise les mesures appropriées dans son entreprise. Ça veut dire que les mesures dans le guide générique ne doivent pas être appliquées uniformément partout. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Il faut toujours regarder le contexte concret de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir adapter les mesures sur le contexte concret de cette entreprise-là. Ça veut dire que si on prévoit, par exemple, un plan de circulation en sens unique, ce n'est possible que si vous avez plusieurs façons de circuler dans votre entreprise. S'il n'y a qu'un corridor, ce n'est pas possible, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à voir sur la situation sur le terrain. Mais quand l'employeur va prendre ces mesures de prévention, il doit toujours tenir compte de tout d'abord partir de l'analyse des risques, mais qui doit aussi tenir compte des recommandations des experts et des autorités. Par exemple, l'arrêté royal peut aussi prévoir que le télétravail est obligatoire ou le port du masque est obligatoire. Alors, ce genre de choses, il faut bien évidemment aussi tenir compte en prenant des mesures. Il faut aussi tenir compte de la circulation du virus dans la société. C'est donc possible que les mesures à prendre sont dans la phase d'intervention ou la phase critique directement, mais aussi de la situation épidémique réelle dans l'entreprise, par exemple pour donc activer un niveau plus élevé de mesures. Il faut tenir compte de l'avis des conseillers en prévention et de la concertation sociale dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut toujours demander l'avis du niveau de concertation sociale nécessaire. Donc, par exemple, s'il s'agit vraiment de l'organisation du travail ou de l'organisation du télétravail, c'est plutôt le conseil d'entreprise. S'il s'agit plutôt des mesures hygiéniques, des mesures de ventilation, etc., c'est plutôt le comité pour la prévention et la protection au travail.
Alors, l'employeur doit aussi faire de sorte qu'il soit clair pour tous les travailleurs et en fait pour tout le monde qui se trouve sur le lieu de travail, quelles sont les mesures en vigueur à ce moment-là. Donc, il doit informer en temps utile les travailleurs de toutes les mesures qu'ils doivent prendre dans l'entreprise. Certainement, si on augmente une phase, si on va de la phase de vigilance à la phase d'intervention ou à la phase critique, les travailleurs doivent savoir que les mesures sont plus strictes et qu'ils sont aussi appliquées. L'employeur doit aussi fournir en temps utile la formation et les instructions requises aux travailleurs, donc comme quoi ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Et bien évidemment, s'il y a des tiers qui se trouvent sur le lieu de travail, il faut aussi que l'employeur informe ces tiers en temps utile. Par exemple, s'il y a des visiteurs qui vont venir, il peut déjà envoyer les mesures en vigueur sur le lieu de travail par leur envoyant par un mail, par exemple, ou même en affichant les mesures quelque part directement à l'entrée, la porte d'entrée ou quelque chose. Alors, ce que prévoit aussi l'arrêté royal, donc l'article 1.2.27 du Code, c'est que si l'employeur prend les mesures de prévention telles qu'ils sont déterminées dans le guide générique et éventuellement les suppléments sectoriels, il est présumé avoir pris les mesures de prévention spécifiques en cas de pandémie, donc toujours concrétisées au niveau de son entreprise. Mais bien évidemment, pas toutes les mesures sont applicables partout, donc l'employeur pourrait prendre d'autres mesures. S'il prend d'autres mesures de prévention, il doit pouvoir démontrer que ces autres mesures offrent un niveau de protection au moins équivalent que les mesures qui sont prévues dans le code, dans le guide générique, je veux dire. Et puis, c'est l'inspection contrôle sur le bien-être au travail qui va contrôler le respect de cette obligation conformément donc au code pénal social, comme c'était déjà le cas avec les mesures en application de l'arrêté pandémie, où c'était toujours l'inspection CBE qui allait contrôler ces mesures. Et à droite, vous voyez donc le guide générique 2.0. Donc, on a certainement pour montrer clairement qu'il s'agit d'un instrument qui a été vraiment changé, quand même assez des changements assez importants. On a vraiment donné un autre visage à ce guide générique et vous pouvez donc le retrouver sur le site web du SPF. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Nadine qui va vous expliquer un peu plus des mesures concrètes dans les guides. Merci. Merci Valérie. Moi, je vais donc vous parler de la création du nouveau guide et vous expliquer comment on a procédé pour élaborer ce guide. Je vous présenterai également brièvement la structure du guide et puis j'aborderai les principes de base derrière ces mesures de prévention et donc le pourquoi en fait de ces mesures pour terminer par quelques exemples de mesures de prévention telles qu'elles sont mentionnées dans ce nouveau guide. Donc, les idées concrètes pour l'élaboration d'un nouveau guide ont commencé quelque part à la fin du mois de septembre 2021. C'était le ministre du Travail qui a demandé au SPF Emploi de réfléchir à un cadre structurel en cas de future épidémie ou pandémie. Nous en avons donc ensuite discuté avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, qui ont accepté en fait le principe d'ancrer les principes et les mesures de prévention spécifiques dans le Code du bien-être au travail et en même temps d'élaborer un nouvel instrument proactif en fait en 3 phases pour concrétiser ces mesures de prévention spécifiques. Donc, le guide générique 2.0 a été élaboré avec les mêmes acteurs que le guide qui a été élaboré en avril 2020, donc à savoir avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, en étroite collaboration avec le ministre du Travail, la cellule stratégique du ministre et les experts du SPF Emploi. Donc, pour élaborer ce guide, on n'a bien évidemment pas réinventé la roue, comme on dit.
mais concrètement, nous avons donc passé en revue les 8 différentes phases versions de l'ancien guide générique afin notamment de répartir la mesure dans ces versions dans l'une des 3 phases. Donc, évidemment, ce n'était qu'un début de ce travail. Bien sûr, le nouveau guide est plus qu'un simple copier-coller des textes. C'était bien un travail intensif, on voulait dire, qui nous a pris pas mal de temps. Le fait que les partenaires sociaux ont été très étroitement impliqués dans ce travail est un facteur très important aussi pour accroître le soutien du guide sur le terrain. Comme vient de me dire ma collègue Valérie, le nouveau guide est d'application depuis le 7 mars. Ça implique également que la phase de vigilance a été automatiquement activée aussi. Les partenaires sociaux ont convenu également de maintenir cette phase de vigilance encore 2 mois après la fin de la situation d'urgence épidémique. Donc, c'est aujourd'hui donc que le délai de 2 mois commence. Donc, jusqu'au 11 mai, alors, il y aura encore des mesures de base à prendre dans les entreprises. J'explique en fait les raisons pourquoi cette phase de suivi est tellement importante. Donc, déterminer une fin d'une situation d'urgence épidémique, c'est tout d'abord une décision politique. Ça ne signifie pas, bien sûr, que le virus a disparu. Si l'on regarde les chiffres récents tels que présentés par Valérie au début de sa présentation, on constate malheureusement que le nombre d'infections a augmenté à nouveau. Donc, ce n'est pas surprenant parce que dans la vie quotidienne, la plupart des mesures ont été abandonnées. Donc, cela crée donc un risque réel d'augmentation de contamination, en particulier dans les prochaines semaines, puisque le nombre et la fréquence des contacts vont augmenter systématiquement. De plus, le fait que les travailleurs retournent systématiquement au travail et donc font beaucoup moins de télétravail, ça va également augmenter à nouveau le nombre de contacts sur le lieu de travail. Donc, il existe un risque réel de voir apparaître à nouveau des clusters de contamination sur ces lieux de travail où les gens sont aussi souvent présents pendant toute une journée, parfois 5 jours par semaine. Donc, par conséquent, nous devons vraiment continuer à prendre encore les mesures de base du guide générique pendant un certain temps. C'est également important pour garantir que les travailleurs puissent se sentir en sécurité au travail. On se compris aussi, bien sûr, les travailleurs qui sont particulièrement vulnérables en cas de contamination. Par exemple, parce qu'ils ont des troubles sous-jacents ou parce que peut-être ils ont des membres de leur famille vulnérables. Donc, je peux m'imaginer que, par exemple, un travailleur dont sa femme suit un traitement d'un cancer souhaite encore que des mesures de base sur son lieu de travail soient prises, comme le maintien d'une distance suffisante entre les personnes. Le maintien d'un minimum de mesures de prévention permet donc d'abord d'éviter qu'un grand nombre de travailleurs soient au même moment en arrêt de travail pour cause de maladie. Et deuxièmement, aussi de se rendre sur le lieu de travail sans crainte, sachant qu'il y a toujours un niveau de protection de base assuré par la phase de vigilance. Et après ces 2 mois, avec l'arrivée du printemps, qui est là déjà maintenant, le risque d'infection sera probablement moins grand, surtout dans un contexte où l'immunité de la population générale est encore plus élevée. Donc, les raisons que je viens d'évoquer ici se trouvent également sur notre site web dans une FAQ qui a publié sur ce sujet et donc, dont vous pouvez trouver les liens ici sur ce slide. Ici, vous voyez la structure du nouveau guide générique. Dans l'introduction, on explique en fait que les mesures de prévention spécifiques forment un ensemble cohérent et que par conséquent, chaque
maillons de la chaîne compte. Je vais revenir encore sur ce point plus tard. On explique aussi dans cette introduction pourquoi des mesures spécifiques s'appliquent aux entreprises. C'est le cas parce que l'entreprise est un environnement dans lequel on travaille dans des conditions contrôlées. Il existe des structures de concertation. Il y a des analyses de risques qui sont effectuées. Il y a les experts internes et externes disponibles. Il y a aussi les responsabilités des différents acteurs qui sont fixées clairement dans une réglementation. Et de plus, un environnement de travail est un des domaines de la société où vous ne pouvez pas décider avec qui vous entrez en contact. Et de plus, sur un lieu de travail, oui, on se trouve pendant toute une journée, comme j'ai dit, et ce parfois 5 jours par semaine. Donc, oui, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui passe quelques heures dans un restaurant avec sa famille ou qui prend un verre avec un ami au café. Dans ce nouveau guide se trouve également une explication des 3 phases. Ce sont des instructions pour interpréter donc correctement les guides et les différentes phases. Il y a aussi des points d'attention pour l'employeur lors de la conception de ces mesures adaptées à son entreprise. D'abord, l'employeur, il doit consulter régulièrement le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale ou les travailleurs eux-mêmes, ça dépend, sur les mesures de prévention à prendre. L'employeur doit également impliquer les experts disponibles en interne et en externe, donc tels que les conseillers en prévention des différents domaines de bien-être. Et les entreprises peuvent également prendre contact avec les inspecteurs de la Direction générale contrôle du bien-être au travail qui peuvent informer et accompagner les employeurs et les travailleurs. Et lors de l'élaboration des mesures, il est aussi également important d'accorder donc une attention particulière à ces travailleurs vulnérables. Et alors, dans les guides, ils suivent les mesures mêmes et les mesures sont donc divisées en différents thèmes. D'abord, il y a les mesures générales. Ce sont essentiellement les principes de base, comme on les appelle. D'abord, il y a l'obligation pour l'employeur d'informer, former et sensibiliser ses travailleurs et aussi les autres personnes sur le lieu de travail, les stagiaires, les intérimaires, les indépendants qui passent sur le lieu de travail. Et l'employeur doit aussi donner les instructions à ces personnes. Deuxième mesure générale, c'est le télétravail. C'est une mesure très importante, comme vous le savez, pendant cette crise Covid. En ce qui concerne le télétravail, en tout cas, c'est important de souligner que le guide ne contient aucune règle en lien avec l'organisation même du télétravail. Donc, pendant la crise Covid, maintenant, c'était toujours les gouvernements, le comité de concertation qui a recommandé ou obligé le télétravail. Donc, ce n'est pas dans les guides. Et dans le futur, ce sera probablement aussi à l'entreprise de prendre des décisions sur ce point-là. Donc, par exemple, on peut conclure des conventions collectives. Donc, les guides prévoient pour ce thème télétravail donc uniquement des mesures de base, comme par exemple, on dit que l'employeur doit prévoir une organisation du travail qui permet à un maximum de travailleurs de télétravailler. Et l'employeur doit aussi veiller à avoir des accords clairs sur les tâches, sur le planning du travail, sur les moments de concertation, sur la déconnexion. Et c'est aussi important que l'employeur dispose d'une analyse de risque qui est actualisée pour le télétravail et certainement concernant les risques, comme vous savez, TMS et les risques psychosociaux. De plus, il y a encore des mesures générales concernant la ventilation, la distance suffisante, le port du masque et l'hygiène. Et
voici les suivis des thèmes qui sont abordés. Je ne vais pas parcourir toutes les mesures pour ces thèmes, mais je vous conseille surtout de les lire à votre aise dans les guides. Et vous voyez que la plupart, en tout cas, de ces thèmes se trouvaient aussi dans l'ancien guide, mais maintenant, bien sûr, avec les différentes phases qui suivent. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, l'introduction du guide met en évidence un certain nombre de principes de base qui expliquent pourquoi quelles mesures doivent être prises et pourquoi elles doivent être prises ensemble afin d'avoir l'effet nécessaire. En fait, le guide générique part des agents infectieux dont la transmission est aérienne, comme c'est le cas pour le coronavirus. Donc, mais si à l'avenir, par exemple, il y a un nouveau virus ou une nouvelle bactérie avec d'autres voies de transmission via le sang, via par l'eau, par des insectes, des animaux, je ne sais pas quoi. J'espère pas du tout. En tout cas, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Alors, les guides, on devra l'adapter en tout cas sur un ou plusieurs points. Mais pour un agent infectieux qui se transmet par voie aérienne, comme SARS-CoV-2, la contamination peut se faire principalement par des gouttelettes de salive, des aérosols ou par contact aussi indirect par des matériaux contaminés. Mais le paradigme de toutes ces mesures qui se trouvent dans les guides est qu'on doit isoler en fait toutes les personnes contaminées pour éviter de nouvelles infections. Le point de départ est que oui, on ne sait pas exactement qui est contaminé et qui n'est pas contaminé. Donc, l'intention est de se rapprocher le plus possible de ce paradigme. Et pour ça, c'est important de prendre des mesures de prévention et aussi de combiner ces différentes mesures de prévention. Donc, d'abord, c'est important d'avoir des contacts avec le moins de personnes différentes possible. On disait au début de la crise aussi que c'était les bulles, les fameuses bulles. Et aussi, c'est important de rester aussi loin, aussi isolés que possible les uns des autres. Donc, ce sont les règles de distance alors. Et on doit avoir une ventilation suffisante. Et également, on doit veiller à ce qu'une contamination indirecte ne se produise. Donc, on doit respecter donc aussi les règles d'hygiène. Donc, vous voyez que c'est important de garder, de prendre ces mesures dans leur ensemble. Donc, d'abord, important de garder la distance suffisante. Donc, moins il y a de personnes sur le lieu de travail, plus il y a d'espace sur ce lieu de travail et donc aussi plus la distance est possible. Le port de masque est efficace si la distance n'est pas possible. Donc, ce masque arrête quand même des gouttelettes de salive, mais ça n'arrête pas tous les aérosols. Donc, c'est aussi important en même temps de prévoir une bonne ventilation. Et cette ventilation doit en tout cas tenir compte avec deux choses. D'abord, avec la taille de la pièce et aussi le nombre de personnes qui sont présentes dans la pièce. Et deuxièmement, du type d'activité. Donc, plus le travail est physiquement exigeant, plus l'inspiration et l'expiration sont intenses et plus on répand d'aérosols. Et en plus, c'est important de limiter aussi le nombre de contacts. Par exemple, via le télétravail, si c'est possible. Et de veiller aussi à l'hygiène, donc laver la main, nettoyer les matériaux. Valérie a déjà bien expliqué les trois phases et l'activation possible de ces trois phases. Mais les mesures de prévention mentionnées à la phase de vigilance s'appliquent également à la phase d'intervention et à la phase critique. Et les mesures de prévention qui se trouvent à la phase d'intervention s'appliquent en principe également à la phase critique. Donc ça, c'est la structure des mesures et des phases.
Mais si les mesures sur un certain thème dans la phase qui est activée sont formulées de manière plus spécifique ou plus stricte que dans les phases précédentes, oui, alors on doit appliquer les mesures les plus strictes. Mais je vais vous montrer quelques exemples un peu plus tard pour que c'est plus clair peut-être. En tout cas, l'employeur peut aussi appliquer une ou plusieurs mesures supplémentaires d'une phase donc plus stricte que celle qui est en vigueur à ce moment dans son entreprise. Par exemple, maintenant, on est dans la phase de vigilance. Alors, on peut prévoir que des travailleurs qui entrent dans l'entreprise et les tiers sont obligés de porter un masque, même si dans cette phase-là, maintenant, à ce moment-là, le port d'un masque n'est pas obligé, mais c'est recommandé. Mais l'employeur peut donc être maintenant déjà aussi, s'il veut, être plus sévère. Il ne peut pas être moins sévère, ça, c'est pas possible. Et alors, j'ai encore quelques exemples plus concrets. Par exemple, le port d'un masque. Dans la phase de vigilance, vous voyez que le masque est recommandé, comme je viens de dire, s'il n'y a pas de distance suffisante. Aussi lors des déplacements, dans l'ascenseur et dans les transports collectifs. Mais si on entre dans la phase d'intervention, le masque devient obligatoire s'il n'y a pas de distance suffisante. Et lors des déplacements et dans l'ascenseur et le transport collectif. Et si on est encore dans la phase plus sévère, donc dans la phase critique, phase rouge, on doit prendre, on dit que le masque est obligatoire, donc on doit prendre les mesures de prévention qui sont dans la phase 2, mais on ajoute dans la phase 3, dans la phase critique, que pendant toute la journée de la réunion, le masque est également obligatoire, même si on peut garder donc une distance suffisante. Et il est indiqué aussi que les travaux pour lesquels il était impossible de garder la distance suffisante doivent être reportés. Deuxième exemple, c'est la distance suffisante. Phase de vigilance, comme c'est maintenant. Donc, le but est de garantir autant que possible une distance suffisante. Donc, c'est une sorte de contrat. Donc, c'est un peu d'obligation de moyens. Donc, on essaye quand même de garder une distance. La mesure supplémentaire, c'est que on doit prendre des mesures matérielles ou organisationnelles et on doit aussi, dans cette phase-là, envisager un plan de circulation. La phase 2, la phase d'intervention est donc plus sévère. Donc, on doit prendre les mesures de prévention de la phase 1, mais on ajoute qu'on est plus sévère, en fait, concernant le plan de circulation, parce qu'on doit vraiment travailler déjà avec un plan de circulation. Et vous voyez que dans la phase 3, on est encore plus sévère. Donc, on doit appliquer les deux phases et le plus sévère, donc avoir un plan de circulation, mais aussi appliquer le plan de circulation systématiquement. Donc, et aussi prévoyez donc une circulation à sens unique. Valérie disait aussi comme exemple, mais bien sûr si l'espace le permet. Troisième exemple, ventilation et aération. On doit assurer une ventilation régulière et suffisante dans la phase de vigilance et on fait une référence vers le code du bien-être au travail pour cela, parce qu'il y a déjà des règles bien spécifiques dedans. Et on a aussi ajouté que si on a des doutes concernant la qualité de l'air, on peut utiliser éventuellement aussi des appareils, des mesures du CO2. Phase d'intervention, okay, ce sont les mêmes mesures que la phase de vigilance, mais on ajoute encore une mesure, c'est qu'on doit organiser les activités si possible en plein air. Et la troisième phase, dans le guide, il n'y a pas de mesure. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire dans la phase critique, mais on doit quand même combiner les deux phases qui sont plus haut, donc dans la phase de vigilance et de la phase critique, de la phase d'intervention. Pour l'autre exemple encore, pause, repas et repos.
Maintenant, dans la phase de vigilance, on dit que l'employeur doit organiser ses places assises de sorte que le nombre de personnes assises ensemble à table reste donc limité. C'est par exemple maximum 4 à 6 personnes par table. On doit aussi stimuler les repas avec des partenaires de table fixe, donc on peut quand même les bulles qui reviennent, et prévoyez suffisamment d'espace libre entre les tables. Si on est quand même dans la phase d'intervention plus sévère, on doit organiser vraiment les places assises dans les espaces de repas et de pause avec une distance vraiment suffisante. Et, par exemple, en laissant donc une chaise libre entre deux personnes, comme vous voyez ici sur la photo. Pour la phase 3, la phase critique, on doit organiser la place assise dans les espaces de pause et de repas avec une distance, par exemple en retirant une chaise à chaque fois. Donc, on voit ici, pour cet exemple-là, qu'on est chaque fois plus sévère. Et voilà, on est déjà à la phase question. Merci. Merci. Merci Nadine et Valérie pour vos explications et ce support PowerPoint qui était vraiment très intéressant. Alors, on a reçu quelques questions et donc je vous propose de les partager avec vous. On essaye de les reprendre dans un ordre logique. Une première question, c'est ce guide, c'est plutôt pour Valérie, je pense. Ce guide est-il à titre indicatif ou est-il contraignant, donc obligatoire, et s'applique-t-il au secteur public ou rien qu'au secteur privé? En principe, il s'applique certainement aussi au secteur public qu'au secteur privé, vu que la législation sur le bien-être au travail est normalement entièrement applicable aux deux secteurs. Donc, il n'y a pas de différence pour ces aspects-là. Donc, pas de différence entre le secteur public et le secteur privé. En ce qui s'agit de, oui, est-ce qu'ils sont contraignants? Oui, dans le sens qu'il ne faut pas prendre les mesures dans son entreprise qu'on ne peut pas prendre, mais il faut bien prendre des mesures de prévention. Donc, ça, c'est des recommandations pour comment on peut prendre des mesures de prévention spécifiques dans le contexte d'une pandémie. Maintenant, comme on a déjà dit, on peut prendre d'autres mesures que les mesures qui sont prévues dans le guide générique, mais alors il faut dans ce cas pouvoir prouver que ces mesures, ces autres mesures donnent une protection au moins équivalente aux mesures proposées dans le guide générique. Donc, si un inspecteur entre dans une entreprise et l'employeur peut montrer toutes les mesures qu'il a prises et ça répond au but notamment de faire de sorte que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement sain et sûr pendant une pandémie, alors il n'y aura pas de problème. Si, par contre, l'inspecteur vient dans une entreprise et il n'y a rien, alors ouais, voilà, ça sera un problème. Parce que le problème, le manquement dans ce cas, c'est juste la prise de mesures de prévention pour protéger ces travailleurs dans ce contexte spécifique. Merci Valérie. Alors, merci Valérie. Alors, une seconde question. Doit-on alors appliquer les mesures de la phase de vigilance, donc la phase verte, jusqu'au 11 mai? Donc, ça a été, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est bon de le répéter. Oui. Effectivement. Oui, la réponse est clairement oui. Maintenant qu'on sait la date de la fin de la situation d'urgence pandémique, donc c'est aujourd'hui, ça veut dire que maintenant commence le délai de 2 mois qu'on doit encore prendre les mesures de la phase de vigilance. Donc, en principe, ça prend fin le 11 mai, sauf, bien évidemment, oui, on n'imagine pas, mais imagine que ça devient pire ou il y a une variante qui est vraiment un grand problème, alors on peut réactiver la loi pandémie, bien évidemment, et on est à nouveau parti. Mais donc, si dans la situation où on est pour le moment, oui, ça semble que pour le lieu de travail, ça prend fin le 11 mai 2022. OK.
Alors, toujours en fonction de ces phases, on a une question. Donc, aujourd'hui, on est en phase de vigilance et on repose aussi une question, comment les changements de phase sont-ils établis? Donc, je pense qu'il y a, là, vous avez expliqué clairement le passage de la phase de vigilance vers la phase d'intervention et ensuite la phase critique. Je pense que peut-être derrière cette question, c'était aussi, est-ce qu'il y a peut-être des critères pour passer d'une phase à l'autre? En principe, on ne travaille pas de la même façon que le baromètre qui indique clairement le moment où on doit passer d'une phase à une autre, où on dit nombre d'hospitalisations, nombre de contaminations, etc. Ça, on n'a pas fait pour nous, donc il n'y a pas vraiment de critères spécifiques pour décider quand il faut augmenter de phase, mais c'est toujours certainement pour le niveau de l'entreprise elle-même, le médecin du travail qui va avoir une vue sur les clusters, sur les contaminations qui sont là. Et donc, là, c'est lui qui va donner un avis pour aller dans une phase plus stricte. En ce qui concerne les autres niveaux, comme par exemple le secteur ou plus large, une province ou le pays tout entier, alors là, je m'imagine que ça pourrait être les experts qui peuvent donner l'avis de monter une phase pour un secteur et pour le pays. Donc, dans ce cas, l'indication sera donnée par exemple, les experts dans le groupe Risk Risk Assessment Group et tout ça. Donc, là, c'est, oui, bien évidemment, on a maintenant passé ce stade-là, mais ça, c'est comme on imagine, ça devrait fonctionner dans le futur. Parfait. Toujours par rapport à ce changement de phase, lorsque l'on n'a pas d'organe de concertation, l'employeur peut-il simplement proposer des mesures qui sont décidées en concertation avec le conseiller en prévention interne? Le principe est qu'il faut se concerter, donc ce sera la plupart du temps avec les comités pour la prévention et la protection au travail. Et là, on reprend les principes normaux dans le code. Ça veut dire s'il n'y a pas de comité de prévention et de protection au travail, c'est la délégation syndicale qui reprend les tâches. Et s'il n'y a pas de délégation syndicale, en principe, il faut se concerter avec les travailleurs eux-mêmes. Donc ça, c'est un peu la cascade normale qui s'applique aussi ici, vu que, oui, ce sont les travailleurs qui doivent quand même appliquer toutes ces mesures de prévention. Donc, il faut quand même qu'ils soutiennent les mesures qui sont prises et aussi qu'ils sont au courant. Donc là, c'est quand même bien de se concerter, oui, à plusieurs niveaux si possible. OK. Une question plus là en lien avec le suivi des contacts. Qu'en est-il de la stratégie de suivi des contacts en entreprise et de la collaboration avec les services externes et les services externes de prévention et de protection au travail? Oui, donc pour le moment, il existe encore l'arrêté royal du 5 janvier 2021 et je pense que c'est à ça qu'on fait référence ici. Donc le fait que le médecin du travail a une tâche supplémentaire sur le traçage des contacts et tout ça, les testings. Maintenant, cet arrêté existe encore, mais bon, on va maintenant voir comment on doit, ou si on ne doit pas l'abroger parce que vu que la situation d'urgence pandémique a pris fin, normalement, c'est aussi l'idée que cette tâche-là s'arrête. Certainement, après le 11 mai, ça devrait se terminer. Maintenant, pour le moment, si jamais il y a des contaminations qui augmentent, ça reste quand même important. Donc, maintenant, ça peut encore être une tâche qui est faite par le médecin du travail, mais donc dès qu'on est vraiment, sort vraiment de la pandémie, vers l'été, ça va aussi s'arrêter. Et on va alors abroger cet arrêté-là. Oui. Alors, on parle d'épidémie, de pandémie, de l'été des virus. Et donc, on a une question également intéressante. On parle de l'activation du guide en cas d'épidémie. Est-ce que ça veut dire que le guide va être activé chaque année lors de la grippe saisonnière? Question intéressante.
à laquelle, bon, on n'a pas vraiment une réponse oui, on ne sait pas, mais on imagine que maintenant, on a aussi la loi pandémie oui, qui sera activée en situation d'urgence épidémique. Ça, bon, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire avec ça dans le futur, mais ça pourrait être possible quand on a vraiment une saison de grippe, par exemple, très sévère. Ce ne sera pas chaque année sans doute, mais si on a vraiment quelque chose qui se passe peut-être tous les 20 ans, ou même plus, que oui, c'est possible que cette situation d'urgence épidémique serait activée. Alors dans ce cas, aussi le guide générique sera d'application vu que l'article 1.2.27 fait référence à cette activation de la loi pandémique. Maintenant, bon, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Il faut aussi l'accord de la Chambre, donc du Parlement. Donc, ce ne sera pas vite fait, je pense. Mais au cas où il y a vraiment une épidémie très sévère, peut-être. Merci Valérie. Une question plus ici en lien avec les restaurants d'entreprise. Les mesures concernant l'ORECA ont été retirées. Donc, qu'en est-il alors des restaurants d'entreprise? Donc, dans les exemples que Nadine a cités, ça en faisait partie. Le personnel doit-il également respecter les mesures de distanciation sociale? Bah, oui, en effet, c'est aussi une entreprise, donc le personnel fait partie, ce sont des travailleurs. Donc, en effet, la phase de vigilance s'applique aussi pour eux. Bien sûr, on doit essayer de garder la distance sociale comme on le doit faire aussi dans l'entreprise et aussi dans les restos de l'entreprise. Oui. Oui. Merci Nadine. Une question qui s'adresse à tout le monde, et là je pense que c'est très compliqué peut-être d'apporter une réponse en tant que telle. On nous demande ce qu'il en est de la publicité de ce guide générique afin qu'il soit bien connu et appliqué dans les entreprises, vu que dans tous les médias, on a annoncé partout la levée de toutes les mesures. Donc c'est difficile de faire comprendre aux employeurs et aux travailleurs que des mesures plus strictes doivent être prises dans les entreprises. Donc on dit c'est plus strict que dans la société. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on entend bien et c'est ça l'objectif aujourd'hui du webinaire. C'est déjà d'expliquer que ces mesures sont là, qu'elles existent pour le lieu du travail et on compte aussi sur les participants au webinaire pour repartir avec ces outils en main et pouvoir transmettre ces informations soit aux collègues, puisqu'on imagine que parmi les personnes qui nous écoutent, on a des médecins, des conseillers ou toutes sortes de personnes qui travaillent dans les services internes ou services externes. On a certainement aussi des travailleurs et des employeurs, donc on compte vraiment aussi sur vous pour faire ces publicités. Le site internet du SPF Emploi regorge d'informations. Il y a le guide, il y a les facs, il y a des vidéos, il y a du matériel de sensibilisation. Donc, je ne sais pas si on peut dire beaucoup plus par rapport à ça. Si vous avez peut-être envie d'ajouter quelque chose sur cette publicité que l'on peut faire. Mais je pense qu'on a déjà fait énormément. C'est pour ça on a aussi la fac sur le site web pour un peu démontrer pourquoi on a encore besoin de ces mesures pendant ces 2 mois. Pour un peu expliquer cela, donc si on a des soucis, on peut toujours référer à cette fac aussi. Oui, tout à fait. Une autre question, comment le conseiller en prévention médecin du travail peut-il connaître le taux de contamination alors que l'employeur n'a pas le droit de connaître la raison de l'absence pour maladie d'un travailleur? Je ne sais pas si... En principe, le centre de contact devrait donner cette info au médecin du travail et aussi le travailleur peut aussi lui-même contacter le médecin du travail pour lui avertir. Ça, c'est les choses qui sont... ça continue à être d'application selon l'arrêté du 5 janvier 2021. Donc ça, c'est la situation qui existait déjà parce que c'est le médecin du travail qui doit faire le traçage des contacts dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Ça, c'est pas le centre de contact qui va le faire. Donc, en principe, ça, c'est le rôle pour le médecin du travail de reprendre ça. Et Oui. normalement, il doit donc être contacté par le centre de contact ou par le travailleur lui-même ou par l'employeur parce que souvent, le travailleur va quand même dire que oui, il est
oui, il est à la maison à cause du Covid. Alors, peu importe d'où il a cette information, tant qu'il l'a, il doit commencer le traçage des contacts. OK. De nouveau, une question sur les phases. Dans le guide, on précise que les phases 2 et 3 sont activées par l'employeur après avis du médecin du travail. Dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie, est-ce que cet avis ne pourrait pas être contraignant? C'est très difficile parce que ça reste toujours l'employeur qui décide dans son entreprise. C'est la philosophie aussi du Code du bien-être au travail. On donne des avis, mais ça ne veut pas dire juste un avis. Si l'employeur ne suit pas cet avis-là, il doit quand même démontrer aussi à l'inspection pourquoi il n'a pas suivi cet avis. Et ça serait très difficile dans ce cas-ci. Donc, OK, on ne peut pas dire il décide parce que ce n'est pas l'employeur, c'est un conseiller, hein, c'est le mot qu'il dit. Mais en fait, si l'employeur ne suit pas, on peut toujours appeler l'inspection, en tout cas, pour demander pourquoi il ne suit pas. Donc, on peut demander leur avis, en tout cas. Oui. On nous demande si les mesures de tracing et donc de quarantaine, ce qui a déjà été dit, sont toujours d'application malgré l'assouplissement des mesures et le lancement de la phase de vigilance. En effet, le masque et le télétravail non obligatoire a un impact sur l'identification d'un contact haut risque ou pas risque. Absolument, ça va quand même changer. Il y a de moins de tracing dans les entreprises et on le voit aussi que pour les quarantaines, c'est vraiment moins de quarantaine aussi. Donc, oui, je pense que ça a un effet, c'est vrai. Dans cette phase-là, ici, de la pandémie, oui, effectivement. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est Cienzano qui dit ce sont des procédures de Cienzano, donc c'est aussi à eux de modifier peut-être ou d'abroger certaines choses. Oui, tout à fait. Il y a une question qui est arrivée qui pour moi, relève nettement moins de notre compétence, mais je la lis par souci d'ouverture. FEDRIS a-t-il déjà défini une date de fin de reconnaissance de la COVID comme maladie professionnelle? Pas que je sache, mais c'est peut-être sur leur site web dès qu'ils changent quelque chose à ce point. Oui. Même si il y a deux systèmes chez FEDRIS pour la reconnaissance comme maladie professionnelle. Il y a le système pour le secteur des soins. Et là, je m'imagine que ça pourrait même rester. S'ils attrapent ça au travail, ça pourrait rester une maladie professionnelle. Et il y a l'autre système, ça c'est pour les autres travailleurs, mais alors eux, ils doivent démontrer qu'il y avait un cluster où ils ont été contaminés. Donc, je m'imagine ça aussi pourrait encore rester après la phase situation d'urgence parce qu'il faut toujours pouvoir démontrer le cluster. Et là, il faut avoir plus, je pense que c'était 5 contaminations dans 14 jours ou quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même des conditions. Ce n'est pas une reconnaissance sans condition. Et en plus, il faut aussi avoir intérêt à faire reconnaître ça comme maladie professionnelle, vu que si on n'a pas vraiment des séquelles, des conséquences de la maladie, en fait, ça ne donne pas trop il n'y a pas trop d'intérêt. C'est seulement pour vraiment les cas graves où il y a des hospitalisations, etc., où ça pourrait être intéressant de faire reconnaître comme maladie professionnelle. Pour le reste, je ne pense pas que c'est trop, trop intéressant. Oui. Alors, une question là également d'ordre plutôt général à laquelle ce n'est pas nous qui prenons, sur laquelle c'est pas nous qui prenons les décisions. On nous dit dans notre entreprise, si on veut appliquer la phase de vigilance, cela implique de limiter le nombre de places à 50% parce qu'on travaille en open space et de réduire drastiquement la capacité des salles de réunion. Si on ajoute en plus la recommandation de ne pas utiliser les transports en commun pendant les heures de pointe, alors quel est finalement l'intérêt de demander aux collègues de revenir au bureau pour faire ce qu'ils font très bien depuis 2 ans à la maison? Et donc, la personne ajoute et qui sont très contents de rester à la maison vu que nos bureaux sont quasi vides avec une présence sur base volontaire. Il y a donc un hiatus, donc une différence très forte entre la communication politique et les attentes des managers qu'elle a suscitées et la dure réalité apportée par ce guide générique.
Donc, voilà, on entend bien, je pense, cette remarque, mais de notre côté, voilà, le télétravail, ce n'est pas une mesure qui est prise par le SPF Emploi et ce n'est pas non plus quelque chose que l'on active via le guide générique. Voilà, les décisions politiques sont ce qu'elles sont et donc je pense que nous, par rapport à ça, par souci d'ouverture, je lis la question, mais je ne pense pas que nous puissions vraiment apporter des éléments de réponse. Et l'objectif du guide générique, c'est justement de permettre aux gens, comme ça a été bien expliqué, qui depuis de nombreux mois ne sont pas revenus sur le lieu de travail ou ne sont revenus que sporadiquement, de pouvoir y revenir en toute sécurité et de permettre en fait à l'entreprise de reprendre son mode de fonctionnement en faisant encore attention ici, puisque nous sommes en phase de vigilance. Donc voilà, il y avait encore une question, on revenait sur la publicité qui pouvait en être faite et on nous demandait, mais on peut peut-être annoncer l'existence du guide sur les réseaux et les médias publics. Donc là, je tiens à préciser que c'est le cas sur Facebook, sur le LinkedIn. Donc en tout cas, tout ce qui est médias sociaux du SPF Emploi, il y a une grande action de communication qui a été faite. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, voilà, il y a énormément de partage. Il y a le site internet. Voilà, n'hésitez pas à partager l'information. C'est un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'on vient de passer en vue toutes les questions que l'on a reçues. Et donc, petit à petit, bien, alors vient le moment de clôturer ce webinaire. Et donc, comme on vient de le dire, eh bien, on compte à présent sur vous pour expliquer à vos collègues, pour expliquer aux personnes que vous connaissez la raison d'être de ce nouveau guide générique. On compte aussi sur vous pour rappeler qu'on est en phase de vigilance, qu'on y est encore pendant 2 mois et que pendant cette phase-là, il y a des principes importants à respecter si on veut revenir travailler en toute sécurité. Faites en sorte de maintenir la distance d'1,50 m entre vous. Si ce n'est pas possible, portez un masque. C'est une recommandation, mais on vous recommande de porter un masque. Veillez à une bonne ventilation des locaux, des salles de réunion, mais aussi à une bonne hygiène des mains. On touche beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'objets, donc le virus se transmet aussi de cette façon-là. Le guide comporte d'autres recommandations et comme cela vous a été dit, n'hésitez pas à le lire et à en faire la publicité autour de vous. Voilà, c'est quelque chose qui est très importante. Il faudra appliquer ces mesures encore pendant 2 mois. Donc, je le redis aussi, le virus, il est toujours présent. Ça a été dit tout à l'heure. La fin de la situation d'urgence épidémique a été annoncé, la fin du télétravail va avoir augmenté le nombre de contacts et donc il est indispensable de rester encore vigilant quelque temps, à tout le moins jusqu'à l'arrivée du printemps. Ça va aussi permettre de ne pas devoir faire face à de nombreuses absences maladie, comme on l'a dit, et donc qui pourrait compromettre l'exécution des tâches normales. N'oubliez pas également, comme on vient de le dire, que sur le site, il y a énormément d'informations. Je le redis, n'hésitez pas à aller le voir, à aller partager ces informations, à aller les visionner. Et donc ici, en guise de conclusion, eh bien moi, je veux terminer en remerciant vivement toute l'équipe technique qui a permis la bonne tenue de ce webinaire, mais également Valérie et Nadine pour la qualité de leurs explications qu'elles viennent de donner. C'était vraiment très riche en enseignements et j'espère que toutes les personnes qui ont pu assister au webinaire repartent convaincues de l'intérêt de ce nouveau guide générique. Merci beaucoup et une bonne après-midi. Au revoir.